Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à la notion de liberté. Si vous avez suivi mon travail dans ma précédente vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai développé quasiment au maximum la théorie existentialiste de Sartre afin de développer les présupposés liés à la liberté en tant qu'elle serait pensée de manière inconditionnelle. Je suis bien conscient que ce cours était un peu dense pour des débutants, car j'ai mobilisé pas mal d'éléments, pas mal de concepts liés à la théorie de Sartre, mais je suis certain que tous les éléments que j'ai abordés en revanche étaient tout à fait clairs et compréhensibles pour un large public. Honnêtement, bon, Sartre, c'est pas non plus l'auteur le plus compliqué qui soit, enfin, tout dépend des textes. Donc, dans le doute, je rappelle, avant d'aller plus loin, les acquis de la réflexion sartrienne que je vous ai proposé précédemment, et les critiques légitimes que nous avions formulées à l'égard de cette théorie pour faire avancer notre réflexion. En effet, d'après Sartre, nous sommes absolument libres, absolument, hein. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Quand nous faisons des erreurs, nous les faisons librement. Quand nous n'avons que peu de choix, c'est parce que nous avons fait un choix originaire qui a conditionné et réduit notre éventail de choix par la suite. L'homme se choisit lui-même en intégralité dans sa propre personnalité, ce qui signifie que, à tout moment, je peux être un autre que celui que je suis à un moment donné. L'image que je donne à voir de moi-même n'est qu'un possible parmi d'autres et je peux réinventer cette image en permanence. Au passage, contrairement à Aristote, comme on le verra, Sartre ne tient même pas compte du rôle contraignant que joue l'habitude dans nos actes, mais bon, va dire à un boulimique de renier son choix originel de se goinfrer sans cesse, tu vas voir, tu seras assez mal reçu, je pense. Mais bon, passons. Vous vous souvenez aussi que c'était pour cela que d'après Sartre, dans sa conférence L'existentialisme est un humanisme, on retrouve cette célèbre citation: l'existence précède l'essence, qui signifie que le sujet se construit totalement par ses actes, sans que des composantes innées ne jouent d'ores et déjà un rôle structurant dans sa personnalité. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est absolument libre du fait que son libre arbitre, il en possède un de libre arbitre, donc il est absolument libre. Mais justement, qu'en essayant de dépasser la réflexion du sens commun qui veut que nous soyons intégralement libres, et que Sartre défend à merveille, hein, il faut bien reconnaître qu'il argumente admirablement bien une position qui est sujette à de nombreuses objections possibles et qui ne dépasse pas l'opinion commune des gens, qui ne font pas de philosophie. Enfin, n'importe qui se pense spontanément libre, hein, je pense qu'on s'accordera volontiers là-dessus. Vous demandez à quelqu'un dans la rue au hasard s'il pense qu'il est libre, il va me dire: «Bah oui, évidemment». Bon, bah voilà, hein. Sartre, en fait, il va pas plus loin que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que sans pour autant invalider, cette intuition commune ou ce sens commun, il va vraiment essayer de le défendre de manière philosophique et argumentée. Donc, rien que pour ça, respect, hein, bravo, c'est très courageux. Mais bon, on se rend compte qu'il y a au moins une limite à cela, sans même tenir compte du rôle contraignant de l'habitude, qui est que je décide toujours d'agir selon des motifs et un système de valeurs qui m'est propre. Pour Sartre, c'est le sujet qui choisit le poids qu'il donne à ses propres motifs. Si vous avez des préférences, elles relèvent uniquement de l'importance que vous avez délibérément accordée à tel ou tel type de choix. Il dit presque exactement l'inverse de Schopenhauer dans son essai sur le libre arbitre, un excellent ouvrage que je vous recommande de lire si vous êtes existentialiste d'ailleurs, ça vous fera le plus grand bien, je pense. Pour Sartre, quand je délibère, les jeux sont déjà faits, enfin les jeux sont faits. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui, hein, pas pour les mêmes raisons, mais je pense qu'il a raison effectivement sur ce point, dans la mesure où, en tout cas pour Sartre, ce sont vos préférences initiales qui vont conditionner vos choix. Et c'est ça, c'est vrai que ça me paraît assez évident. Bon, en tout cas, la question que l'on est en droit de se poser et qui permet d'avoir un minimum de recul critique par rapport à cette théorie de Sartre, c'est: est-ce que l'on peut dire que le sujet est entièrement responsable de ses préférences, qui vont le faire agir d'une façon plutôt que d'une autre, dans la mesure où, on l'a vu, il est possible de se tromper et de faire erreur sur ce qui nous convient? Peut-on réellement affirmer que l'on se trompe librement et que ce n'est pas plutôt l'erreur de jugement qui nous fait vouloir différemment de ce que nous aurions voulu?
voulons-nous réellement ce que nous voulons? Vous vous souvenez, hein, c'est la grande question sur laquelle nous nous étions quittés la dernière fois. Eh bien justement, aujourd'hui, je vous propose un petit retour en arrière, puisque Sartre se situe à la fin de l'histoire de la philosophie, actuellement en tout cas, et que je vous propose ici une réflexion de type platonicienne, puis aristotélicienne dans une prochaine vidéo. On va voir justement que les grands anciens avaient déjà soulevé les problèmes abordés par Sartre, et qu'ils avaient apporté des éléments de réponse parfois similaires, mais souvent contraires à ceux de Sartre, et surtout toujours plus nuancés. Il y a quand même des points communs, on verra, hein, entre Sartre et Aristote, et c'est assez troublant, même au niveau conceptuel, mais on constate que chez Aristote, il y a beaucoup plus de nuances que chez Sartre. Mais bon, enfin, après, c'est pas un jugement sur Sartre, hein, je voudrais pas qu'on pense que c'est mon bouc émissaire, même si bon, j'aime bien lui taper dessus, mais c'est juste que objectivement, à moins d'être d'une mauvaise foi, on ne peut que constater que c'est le cas quand on a creusé différents philosophes en dehors de Sartre et de Nietzsche. Bref, c'est Platon justement qui a pris la peine de répondre à la question que l'on a soulevée. Voulons-nous réellement ce que nous voulons? Autrement dit, est-il possible de ne pas agir de manière totalement délibérée et de commettre un acte involontaire ou voulu ne serait-ce qu'à moitié? Vous savez, bon, il y a quand même ce paradoxe, je pense qu'on a tous déjà un peu constaté dans notre vie, quand on veut une chose, mais on n'est pas sûr de la vouloir, ou on la veut à moitié, vous voyez? On la veut pas pleinement, quoi. Bon, bah, ça c'est bon, Sartre, il dirait sûrement que c'est parce qu'il y a encore une mauvaise foi qui nous fait nous masquer à nous qui fait qu'on se masque volontairement à nous-mêmes ce que l'on veut vraiment. Bon, mais bon, voilà, si on n'est pas d'accord avec ça, on peut envisager qu'il y a d'autres, possibilités. Donc on verra que Aristote a creusé la question encore plus que Platon, tout en s'opposant à la réflexion de son maître, pour changer un peu. Mais en attendant, je vous propose de considérer ici la position de Platon, qui est très intéressante. Que nous dit très exactement Platon à ce sujet? Platon nous dit à deux reprises dans le corpus platonicien, sous influence socratique, hein, il semblerait que l'idée soit venue de son maître Socrate. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des fois des parallèles qui sont faits entre la figure de Socrate et la figure du Christ. Et dans la Bible, justement, Jésus dit: «Pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font», quand justement il est amené à être crucifié. Et justement, on retrouve une réflexion presque christique, on pourrait dire, hein, chez Socrate, mais évidemment, Socrate est bien avant Jésus-Christ. Mais c'est intéressant, enfin, il y aura peut-être, il y a des parallèles qui ont été faits justement entre ces deux figures-là. Et en fait, cette réflexion, c'est que nul n'est méchant volontairement. Donc en fait, ce que dit Jésus par rapport aux méchants qui l'ont crucifié, Socrate aurait pu le dire à ceux qui lui ont fait boire la ciguë, vous voyez. En fait, l'idée que nul n'est méchant volontairement, on ne la retrouve pas formulée dans ces termes. Je vais vous donner deux citations précises que l'on va étudier à présent. On retrouve une occurrence à cette idée dans le Ménon, un dialogue de Platon. Donc pour les gens tatillons qui voudraient la référence précise avec les numéros de fragments que je me donne jamais le mal d'apprendre par cœur, il se trouve que je l'ai pour une fois, c'est en 77 BC. La citation c'est: on ne peut désirer le mal, sachant que c'est le mal. Et l'autre citation, elle est tirée du Gorgias, c'est: toutes les injustices qu'on commet, on les commet toujours malgré soi. Bon. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que Platon introduit une sorte de dualité dans l'homme, et plus précisément dans son âme, comme je le détaillerai dans une autre vidéo. Mais vous vous souvenez, je pense que pour Platon, l'idée de contrainte interne a un sens, contrairement à Sartre. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet où justement Platon nous explique que celui qui agit sous l'emprise de la passion n'est pas réellement libre, car il agit de manière nécessaire ou mécanique du fait de son intempérance. J'ai déjà consacré une vidéo là-dessus, je vais pas revenir dans le détail sur cette idée. Par contre, on va en creuser les implications au niveau éthique. Donc, en quoi ce point nous permet de questionner la thèse existentialiste de Sartre? Eh bien, elle nous le permet parce que, et c'est logique ce que dit Platon, nous ne pouvons pas vouloir une chose sans l'avoir identifiée comme un bien.
Vous savez, bon, il y a un sujet de philosophie qui est assez classique, c'est peut-on vouloir le mal? Bah, Platon, bah, il a consacré une vraie réflexion complète et entière là-dessus. Et bon, il répond justement non, enfin, nul ne commet l'injustice de façon délibérée, comme je l'ai dit en citant Platon précédemment. Là, je fais référence à la citation du Gorgias par rapport au fait qu'on ne peut pas commettre des injustices de manière voulue. Donc, nul ne commet l'injustice de façon délibérée, par exemple, parce que pour lui, faire ce que la plupart considéraient comme une atrocité ou une horreur, un génocide, par exemple, si on veut invoquer un dictateur sanguinaire en guise d'exemple sensationnaliste, eh bien, ces horreurs-là, bah, eh bien, elles sont toujours relatives à une identification en tant que bien. Vous voyez, on ne peut désirer le mal, sachant que c'est le mal, dans la mesure où ça n'aurait aucun sens de dire pour Platon, je sais qu'en faisant ça, je vais me faire du mal, mais il faut que je le fasse. Hein, vous savez, bon, c'est une idée qu'on retrouve parfois. Donc, par exemple, hein, reprendre de la drogue alors qu'on est en sevrage, ou une quelconque forme de dépendance dont on sait qu'elle nous détruit, et encore relatif à un bien, de ce point de vue-là, c'est le soulagement que l'on va ressentir dans l'immédiat au moment de replonger justement. Pour Platon, on ne peut pas déconnecter la volonté et la liberté de nos choix d'une identification préalable de ce que nous considérons comme bien. En quoi ça invalide l'idée d'une totale liberté justement? Eh bien, parce que selon Platon, on n'est pas réellement libre de ses actes à partir du moment où notre volonté est aveuglée par une méconnaissance du bien. Pour Platon, le méchant, c'est forcément un ignorant. L'idée d'un génie diabolique qui serait très savant pour Platon, ça n'a pas de sens. Car celui qui fait du mal croit que c'est bien de le faire, justement, car il a identifié de manière inadéquate à un bien le fait de mal agir et de céder à ses passions. Le mal pour Platon est avant toute chose une perversion intellectuelle. C'est pas pour rien d'ailleurs que les gens méchants qui nous pourrissent la vie sont très souvent d'une bêtise incommensurable en prime, en tout cas pour ma part, hein, je sais pas ce qu'il en est pour vous, on peut toujours en débattre, mais bon, en tout cas, faire le mal, c'est une perversion intellectuelle car il s'agit d'inverser bien et mal justement, ou plutôt de redéfinir à tort par ignorance le mal comme étant un bien. Mais ça pose un problème de taille, ça, et on flirte légèrement avec une forme de déterminisme, car le raisonnement de Platon est valable dans les deux sens possibles. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que si je ne peux vouloir faire une mauvaise chose volontairement, si la passion aveugle mon jugement et me rend ignorant en me faisant mal agir, en me faisant mettre mon poing dans la figure de quelqu'un qui m'a longuement cherché par exemple, il n'en demeure pas moins que je ne peux pas vouloir faire autre chose que le bien à partir du moment où je sais que cette chose-là est bien. Si je sais qu'il vaut mieux ne pas mettre mon poing dans la figure de cette ordure qui me pousse à bout, et si j'en suis pleinement conscient, je ne peux pas le faire pour Platon. Donc vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant dans la thèse de Platon, c'est que si le méchant est ignorant, le gentil, lui, est nécessairement savant. Il agit en ayant connaissance de ce qu'il doit faire avec raison, et il ne se laisse pas aveugler par ses passions. Si on veut illustrer un peu cette idée de Platon, on pourrait donc dire qu'un jeune venu d'un quartier, on va dire, sensible et animé, veut nous agresser, par exemple, eh bien, il n'est pas entièrement responsable de son acte parce qu'il a grandi dans un milieu où il n'a pas pu développer le soin de son âme guidé par la connaissance du bien. Le voyou ignore ce qui est bon pour lui et il ignore ce qu'il y a de mieux que ce qu'il y a de mieux pour lui coïncide avec un bien en soi qui possède une valeur absolue et qui est le bien commun justement. Pour Platon, il existe un bien idéal, le bien en soi, qui justement n'est pas relatif, qui possède une dimension universelle, et il coïncide justement avec le bien de tous. Mais bon, cette idée-là, elle a une dimension politique très forte, donc je la développerai dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. La philosophie politique de Platon, ça me connaît. Donc, alors ça pose un problème qu'Aristote a bien vu et qui est que si nous ne sommes pas délibérément mauvais, alors on ne peut pas nous responsabiliser au niveau moral. Donc, c'est un problème que j'ai déjà traité dans la précédente série de vidéos, si ce point vous intéresse dans le détail. En effet, si le voyou est seulement un ignorant,
alors il suffit de l'instruire et le rendre libre par cette instruction et cette connaissance du bien. Mais le problème, outre le fait que le méchant ne puisse être tenu responsable de ses actes et condamné du fait qu'il croyait bien faire, c'est que le savant qui agit de la bonne façon n'est pas plus libre en un certain sens que l'ignorant. Si pour Platon ma volonté est irrésistiblement attirée par l'idée du bien à partir du moment où je sais ce qui est bien, alors toutes nos actions sont déterminées par une méconnaissance du bien ou une connaissance de celui-ci. Pour Platon, je ne peux que bien agir si je sais ce qui est bien, et donc je ne peux faire qu'un seul type de choix, le bon choix précisément, ce qui revient à remettre en cause l'idée d'un libre arbitre au sens courant du terme en tout cas, puisque je ne vais pas réellement délibérer et peser le pour et le contre, sachant que je sais déjà ce que je dois faire quoi qu'il arrive. J'agis d'après une idée du bien qui me détermine à agir précisément. De la même façon que l'ignorant réagit à ses passions qui lui font méconnaître ce qui est réellement bien. Donc vous voyez, la réflexion platonicienne sur la liberté humaine est loin d'être simple, dans la mesure où elle pose de sérieux problèmes au niveau éthique. Pour vouloir ce que l'on veut, il faut savoir ce qu'il est bien de faire. Mais une fois qu'on le sait, on ne délibère plus réellement, on agit de la bonne façon de manière nécessaire. Où est la part de responsabilité là-dedans, me direz-vous? Eh bien, c'est ça qui est curieux et intéressant avec Platon, justement, car il fait peser la responsabilité du sujet non plus dans le mérite qu'il y aurait à agir bien ou mal, puisque tout est une question de connaissance, mais dans le fait de prendre soin de son âme, notamment par la pratique de la philosophie et la connaissance du bien. Pour le dire autrement, pour Platon, la responsabilité du sujet, elle ne peut pas se situer dans le fait d'agir vertueusement, puisque cette action n'est que la conséquence d'une bonne éducation. La responsabilité, elle se joue au niveau du fait d'accepter d'être éduqué et de s'entraîner à conduire sa vie de manière vertueuse. On pourrait toutefois pousser le raisonnement de Platon encore plus loin et lui répondre: d'accord, mais si pour toi le fait même d'agir mal est une question d'ignorance, est-ce qu'on peut encore blâmer ou condamner celui qui refuse de prendre soin de son âme et de s'éduquer, sachant qu'il a identifié à un bien le fait de ne pas le faire? Si le voyou prénommé Jean-Charles, qui vient du quartier de la Sorbonne à Paris, a décidé qu'il n'avait pas besoin de s'éduquer et qu'il allait me voler mon scooter après m'avoir mis des coups de poing dans les côtes, est-ce que je peux encore dire que c'est de sa faute et que c'est parce qu'il a été conditionné par ses passions qui l'ont déterminé à ne pas vouloir recevoir une bonne éducation? Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que si on n'est pas responsable et si on ne veut pas vraiment ce que l'on veut, quand on fait n'importe quoi, il faut encore supposer que l'on est responsable de cet état qui nous pousse à mal vouloir. Mais cet état dépend quand même d'un acte d'acceptation de l'instruction qui va nous rendre vertueux. Comment Platon s'y prend pour amener le lecteur à ne pas se déresponsabiliser et à se dire qu'après tout, que l'on veuille prendre soin de son âme ou pas, c'est une question d'évaluation dont on n'est pas entièrement responsable après tout, eh bien, Platon recourt à différentes reprises à un mythe, par exemple à la fin du Gorgias et à la fin de la République, qui est celui de la réincarnation des âmes. Si je m'appuie sur le mythe d'Air, présent à la toute fin de la République, grand chef-d'œuvre de Platon et de l'histoire de la philosophie, hein, d'ailleurs, on constate que Platon et l'existentialisme de Sartre partagent une même idée exprimée de manière différente, car pour Sartre, la responsabilité du sujet est infinie du fait que la postérité puisse continuer à nous juger après la mort. Mais pour Platon, la responsabilité du sang de son âme est infinie du fait que commettre l'injustice a des conséquences qui vont au-delà de notre seule existence. En fait, l'idée de responsabilité infinie chez Platon, elle est, contrairement aux théories existentialistes liées à la postérité, elle est métaphysique. D'après ce mythe, votre âme, une fois que vous êtes mort, retourne dans le monde intelligible et n'accède qu'à un nombre de vies possibles qui dépend de la proportion de vos actions vertueuses au cours de votre existence. Si vous vous êtes comporté comme un porc, eh bien il y a de fortes chances que pour la peine, vous vous soyez réincarné en porc, justement. Pour Platon, les prédateurs sexuels sur lesquels on tape depuis un certain temps, je vous laisse imaginer le sort qui leur sera réservé. Se faire réincarner en cochon, je pense que c'est limite pire qu'une série de hashtags sur Twitter. Mais bon, blague à part, ce qu'il y a d'intéressant avec cette idée de Platon, ou plutôt avec ce mythe,
c'est que Platon, tout en récusant une totale autonomie de la délibération et de la volonté, pense tout de même la responsabilité du sujet au niveau infini pour Platon. Moins je vais m'éduquer, plus je vais mal agir, plus je vais commettre l'injustice, et plus j'aurai du mal à ne plus la commettre, puisque pour Platon, la passion agit à la manière d'une contrainte interne et demeure insatiable, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le Gorgias. Et donc mes mauvaises actions auront des répercussions non seulement sur la qualité de mon existence, mais surtout sur la qualité de mes existences potentielles et à venir. Il n'y a jamais prescription quand je commets l'injustice. Cela salira mon âme à jamais et aura des conséquences fâcheuses sur le long terme, au-delà de ma seule existence présente. Donc, vous voyez, autant dire que ça rigole pas non plus avec Platon, mais ce qui est intéressant et paradoxal, c'est que Platon tente de persuader, au même titre que ce que l'on a vu avec Pascal, que l'homme reste d'une certaine façon responsable de son existence. J'ai travaillé ce point dans une thèse consacrée à Platon que et j'avais rejoint en ce sens d'ailleurs l'interprétation de Julia Annas, qui a écrit un livre d'introduction à la République de Platon que je vous recommande si vous êtes passionné par Platon comme moi, mais bon, si vous êtes un élève de terminale, j'en doute. L'interprétation que Julia Annas, et je la rejoins là-dessus, fait, c'est que Platon ne croyait peut-être pas à ce mythe. Le livre 10 de la République a été un peu rajouté au dernier moment, au reste du texte d'ailleurs, si on en croit différents chercheurs et historiens, mais chercher simplement à faire peur et à sensibiliser l'individu au fait de prendre soin de son âme de façon à ne pas se rendre irresponsable justement. Pour Platon, l'irresponsable qui est un ignorant n'est pas réellement libre et on ne peut le blâmer directement. Toutefois, il aurait dû ne pas se rendre irresponsable et hors de portée de tout jugement de ce type. C'est ça qui est très intéressant, et c'est ce point que l'on va remettre en question à présent, en se demandant si la responsabilité est bien avérée à partir du moment où on peut imputer une action à un sujet, et si un état d'ignorance peut précisément être condamné dès lors qu'il est volontaire. La prochaine fois, on étudiera l'éthique aristotélicienne pour faire progresser notre réflexion sur ce sujet qui est passionnant personnellement, je trouve. Donc je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interrogations sur la responsabilité humaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.